Ils ont raccroché les crampons. Loin des projecteurs de Bollard, du chaudron ou du vélodrome, les anciens joueurs de Ligue 1 poursuivent leur aventure sur ou en dehors des terrains. Autour d'un repas, ils ont décidé de se confier, d'évoquer leur carrière mais aussi leurs souvenirs. Branchez vos écouteurs, chauffez votre plat, vous êtes prêts à déguster une bouchée de foot. Et aujourd'hui, on reçoit dans ce nouvel épisode Gaël Danic. Salut Gaël. Salut. Donc ancien footballeur, passé par Valenciennes, Lyon et Bastia notamment. Et on a évidemment notre porte-couteau de l'émission, Jérémy Docteur. Salut Jérém, comment ça va ? Salut Julien, salut Gaël. Bon, aujourd'hui on est à Bruges, donc on est en Bretagne, près de Rennes, dans tes installations de paddle. Gaël, d'abord, qu'est-ce que tu nous as préparé à manger ? Alors, si je vous avais préparé à manger, ça aurait été monstrueux. Donc, non, j'ai fait appel à un restaurant avec qui on est en partenariat juste à côté du Padel, qui s'appelle l'Unique. C'est très bon et au moins, je vous assurais un bon repas pour ce midi, les gars. En vrai, c'est très très bon. C'est super bon. Pour décrire un peu aux gens qui nous écoutent, on a du poisson, des petites carottes, un peu de purée, c'est juste trop bon. Donc franchement, on se régale. Jérém, t'aimes ça ? Ouais, c'est un hachis très 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 bon. Ouais. Franchement, ouais. Un peu relevé, mais pas trop. T'as un plat signature, Gaël, toi ? Non, pas forcément, parce que toute notre carrière, on est guidé par des repas un peu diététiques, à savoir steak, pâtes, purée, riz. Puis en fait, j'ai gardé ce rythme de vie, donc c'est cette même alimentation. Donc, puis vu que je suis pas réellement nourriture, voilà, je mange pas parce qu'il faut manger en fait. Donc, j'ai pas de plat préférentiel, on va dire. On voit que t'as la ligne, donc justement, t'as gardé encore ce petit côté pro sur ton alimentation ? Ouais, j'ai gardé ça. Après, je suis un amoureux du sport en règle générale. Comme je le dis, ma vie, ça a été le foot, mais c'est le sport. Et le fait de tenir un complexe de paddle, j'y joue presque tous les jours, donc ça me permet de garder la ligne. Et pendant ta carrière, tu as eu très très peu de blessures. Je crois que tu as une blessure un peu importante au pied, qui te tient écarté des terrains 2-3 mois. Comment tu l'expliques ? Est-ce que c'est que tu as eu beaucoup de chance dans ta carrière ou justement que ton hygiène de vie et notamment ton rapport à la nourriture, tu respectais vraiment les codes ? Non, en fait, pour être en toute transparence, quand j'ai démarré au Stade Rennais à 17 ans, j'étais Jocelyn Gourvenec qui m'avait pris sous son aile. Lui était suivi par ce qu'on appelle un fasciathérapeute. Et donc en fait il me l'avait présenté. Donc en fait un fasciathérapeute c'est quoi ? C'est un ostéopathe avec on va dire en plus. Bah avant même d'avoir été pro, je me suis dit que de toute façon mon corps c'était mon outil de travail, qu'il fallait que j'en prenne soin. Et donc du coup dès ce stage-là, j'étais suivi par cette personne-là qui s'appelait Stéphane Renaud. Je le voyais une fois par semaine, c'est-à-dire que même si j'avais pas de mal, il me permettait de récupérer beaucoup plus vite pour enchaîner les matchs. Et c'est ce qui a fait que j'ai duré et que j'ai eu une seule blessure avec mon pote Jalais qui m'a fissuré le péroné. C'est encore ton pote ? Ouais, c'est encore mon pote. Ouais. Tu lui as pardonné vite alors ? Ouais, mais en plus l'anecdote c'est qu'en plus il est au 25 mètres, il frappe. Je sais que Jaja en temps normal il cadre pas et je sais pas pourquoi je mets le pied et il s'avère que il me fissure le péroné. Donc il avait pas tout perdu mais. Du coup, si tu dois te faire plaisir vu que t'es breton, plutôt galette bretonne ou kouign-amann ? Waouh. Les gars, c'est dur ça, c'est comme les préférer avoir des oreilles de 8 mètres ou des bras de 12 mètres. C'est compliqué. Allez, je vais dire galette parce que j'en mange beaucoup plus que des kouign-amann. Et bah allez, c'est parti pour la galette. Petite galette, d'ailleurs, on est dans ton complexe de paddle, en fait. Tu l'as ouvert en 2021, si je me trompe pas, ça ? C'est ça, juin 2021, tout à fait. À la fin de ta carrière. Oui. Est-ce que c'était ton projet pour l'après ? J'avais un projet d'ouvrir quelque chose après ma carrière. Alors moi, il faut savoir que très tôt, j'ai su que ma carrière pouvait s'arrêter. C'est-à-dire que même à 20 ans, je pensais déjà à l'après-carrière. L'idée, c'était d'avoir, comme on dit, mon petit business à moi. Et à l'époque, j'anticipais, je me disais, pourquoi pas un soccer ? Enfin bon, 20 ans après, le soccer, ils sont légion ici, surtout sur Rennes. J'avais découvert le paddle quand j'étais sur l'île. Et une fois que je suis revenu dans la région, je me suis dit, en fait, je vais aller ouvrir un complexe et à la fois de paddle, parce que je savais que c'était un sport qui était en plein essor. Donc voilà le pourquoi du comment. Tu parlais de son ouverture. Je crois savoir que tu jouais avec Rio Mavuba, Florent Balmont et Nolan Roux. C'est ça, tout à fait. Parce qu'un des premiers complexes de paddle qui a ouvert en France, c'était à Villeneuve-d'Ascq. Alors du coup, effectivement, j'ai évolué à Valenciennes, mais j'habitais Lille et on était voisins les uns les autres. Puis on avait pour habitude d'y aller le lundi. C'est comme ça que j'ai découvert le paddle en fait. Mais alors moi par exemple, je joue assez régulièrement au tennis. Est-ce que je serais un bon joueur de paddle ou vraiment rien à voir ? Il y a des similitudes. Moi, c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'il y a des points positifs et des points négatifs. Les points négatifs, c'est tout ce qui est vitre. C'est-à-dire quand on vous lobe, en temps normal, on vous lobe, j'ai envie de dire, le point il est perdu. Sauf que là, le point démarre. C'est des cours, c'est des prises d'informations qui ne sont pas les mêmes. Après, je reste persuadé malgré tout que quand vous êtes au filet, que ça soit pour une volée ou pour un smash, pour moi, ça reste du tennis. Je voulais aussi revenir sur ton après-carrière et je me posais une question.
À quel moment tu sais qu'il est temps de raccrocher les crampons? Ah mais moi, j'aurais été tout seul, je jouerais encore. Moi, la crainte que j'avais dès le début, c'était de devoir raccrocher les crampons parce que soit parce que t'es blessé, soit parce que quelque part on veut plus de toi et du coup t'as plus de contrat. Moi, je voulais avoir cette liberté de choisir quand est-ce que donc déjà c'est une chance que j'ai eue. Après, à un moment donné, par rapport au fait d'avoir monté le complexe de padel et par rapport aussi à la vie de famille, quand vous voyez vos enfants en pleurs parce qu'ils se font des copains et des copines et puis tous les ans vous déménagez, à un moment donné, quand vous avez 36 ans, vous vous dites bon, la carrière elle est derrière nous. À un moment donné, il faut aussi penser à la famille qui elle te suit depuis plus de 20 ans. Il faut rendre comme on dit l'appareil. Donc là, des gens se posent des questions. Et après, l'idée, on est revenu dans la région. Ma femme, ça lui a permis d'ouvrir son magasin. Et moi, ça m'a permis de jouer. Je suis allé jouer à Laval, je suis allé jouer à Saint-Malo. Donc, je continuais le football tout en ayant ce projet d'ouverture de paddle. Donc, en fait, j'ai envie de dire, la transition se faisait. C'est bien faite. Justement, tu parles de ton après-carrière. Il me semble que tu as terminé à Saint-Malo, ça? Toujours en Bretagne, tu as la Bretagne dans le cœur. Tu as commencé à Rennes. Ensuite, tu t'es pas directement imposé, tu as été prêté à Guingamp, si je me trompe pas. C'est ça. Tu atterri à Grenoble, où tu excelles. Tu étais super bon. Ça va. Tu portes ton équipe en quart de finale de la Coupe de France. Est-ce que tu avais besoin de ce passage en Ligue 2? J'avais besoin parce qu'en fait, moi, et c'est pour ça aussi, des fois, que je me dis, j'aimerais bien être dans une structure professionnelle pour faire comprendre aux jeunes que le talent, ça suffit pas. Moi, j'ai toujours été considéré comme un joueur talentueux et en fait, je me suis reposé sur mes lauriers. Mais j'en ai oublié presque le travail. Et en fait, quand vous êtes formé au Stade Rennais, qu'à 17 ans, vous jouez en Ligue 1, vous avez l'impression que c'est un dû. Sauf que quand vous êtes prêté à Guingamp et qu'au final, donc en Ligue 1, et que l'année d'après, Rennes n'envisage pas de vous garder parce qu'à cette époque-là, ils voulaient faire venir Delmotte et Lec, qui étaient quand même des joueurs très emblématiques dans le championnat de France, et qu'on va à l'étage inférieur. Et malheureusement, cette année-là, c'est le vendredi soir. Et quand le samedi soir, vous êtes devant votre télé, vous regardez les matchs de Ligue 1 et vous êtes en train de vous dire, tiens, vous avez le niveau pour jouer là, mais vous n'y êtes pas parce qu'en termes de comportement, vous n'y êtes pas. Ouais, là, ça m'a mis du plomb dans la tête et ça m'a fait me retrousser les manches et de me dire qu'à un moment donné, voilà, faut se mettre aussi à travailler. Ouais, parce qu'après, tu retrouves la Ligue 1 avec Valenciennes. T'attires l'œil du PSG de Bordeaux-d'Auxerre. T'aurais peut-être pu rejoindre ces clubs, mais ton président s'est opposé à ton transfert, c'est ça? Alors en fait, il s'avère que quand je suis à Valenciennes, il y a le coach Camboiré qui est sollicité par le PSG. On a des discussions entre guillemets en off tous les deux où il me dit que il veut me faire venir au Paris Saint-Germain avec lui pour être la doublure de Néné. Sauf que ça s'est pas passé de cette manière-là parce que le président du Courrières de l'époque lui a dit qu'effectivement il pouvait le lâcher lui pour aller à Paris, mais il s'engageait en contrepartie à prendre aucun joueur du VFC. Donc par la force des choses, je suis resté à Valenciennes. C'est courant dans le foot ce genre de deal. Je prends ton entraîneur, tu prends pas mes joueurs. Les deals, il y en a plein. Après, je suis pas dans les confidences, mais il y a rien de. C'est pas une entourloupe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme on dit, il récompensait son entraîneur qui était là depuis un moment. Après, le président, il perdait déjà son entraîneur. À un moment donné, l'idée, c'est pas non plus de se démunir sur le plan de l'effectif. Donc, moi, j'étais un petit peu déçu, mais à la fois, je restais à Valenciennes, club qui est en Ligue 1, je m'épanouissais. Donc, non, ça m'a pas posé de problème. Un peu déçu, mais ça a été vite balayé avec la reprise du championnat. Et justement, à Valenciennes, tu gardes quel souvenir? Qu'est-ce que tu as appris dans ce club? Déjà, souvent, j'entends beaucoup de gens qui disent que c'est un club famille. Nous, ça l'était vraiment à Valenciennes. C'est-à-dire que moi, je considère que c'était un club famille parce qu'on avait une réelle ambiance. Il y en a qui vont vous dire, ouais, l'ambiance, elle est géniale. Ouais, mais parce que tu as des résultats. Mais s'il n'y a pas de résultats, est-ce que l'ambiance est la même? Nous, en fait, c'est l'ambiance, la bonne ambiance qui faisait qu'on avait des résultats. C'est pas tout à fait la même chose. Et c'est pour ça que je dis que c'était un club famille. T'as des regrets? J'aimerais avoir pu t'imposer à Rennes. Je sais pas si c'est une équipe que tu portes particulièrement dans ton cœur. C'est mon club formateur, des regrets j'en ai. En fait, j'ai eu la possibilité 2 fois de revenir à Rennes avec des contrats dans la main. Quand j'étais à Lyon et quand j'étais à Bastia, j'avais presque 10 ans de plus que quand j'avais démarré à Rennes. Ça aurait été un kiff, mais même presque un rêve de revenir jouer au Stade Rennais en tant que joueur un peu qui s'était imposé aussi en Ligue 1 pour réellement démontrer ce que j'étais capable de faire. Pour des raisons XY, ça s'est pas fait. Ouais, ça c'est le grand regret de ma carrière de pas pouvoir avoir pu évoluer au Stade Rennais en étant un joueur plus aguerri. Parce que toi, t'as la Bretagne dans le cœur. On en a parlé, Vannes, Rennes, Guingamp, Lorient, Saint-Malo. Et t'as même joué pour l'équipe de Bretagne. Ouais. C'est quoi l'équipe de Bretagne? Tu peux nous expliquer? Est-ce qu'il y a un Nîmes avant? Non, mais bon, après c'est pareil. La petite anecdote. Bon, déjà, il y a eu un match, un rassemblement. On avait joué à Carquefou. Donc déjà, va comprendre. Mais non, il n'y avait pas d'hymne, il n'y avait rien. Après, c'était sympa parce que ça nous permettait de jouer avec des joueurs bretons qu'on n'avait pas l'habitude de jouer avec. On jouait contre, mais pas avec. Donc non, c'était sympa. Il y avait une fraternité entre vous Enfin, la Bretagne, ça vous unit ou pas du tout? Ouais, après, si. Nous, les Bretons, on est un peu comme les Corses. Hein. Si on a notre drapeau, on a notre langue, limite on voudrait presque notre indépendance. Donc oui, il y a des régions comme la Bretagne qui ont une identité forte et ça s'en ressent quand on discute les uns avec les autres. Hein. Moi, je vois qu'à table, t'es aussi bon que sur le terrain. Tu me fais une petite passe D en parlant de la Corse.
Et ouais, t'as joué à Bastia. Ah, c'est pas prévu, mais franchement, t'es super bon là. C'était comment ton passage là-bas, toi? J'ai envie de dire que je connaissais le Sporting Club de Bastia par cœur avant même d'y avoir mis les pieds. Pourquoi? C'est que moi j'ai fait 5 ans en chambre à Valenciennes avec Jean-Louis Léca. Donc tous les week-ends, il se passait forcément quelque chose en Corse. Et à chaque fois, il me disait je comprends pas ce qui se passe à Bastia, nanana. Les journalistes, ils en font tout un pataquès. Et le club, je le connaissais par cœur, le club. Et franchement, le fait d'arriver là-bas, effectivement, la presse en règle générale, en fait vraiment une montagne parce qu'ils ont tendance à grossir les choses, mais en termes d'ambiance et de ferveur, exceptionnel. Et niveau pression, c'est omniprésent quoi. Tu te lèves le matin, tu dis putain, faut assurer là parce Non. que. Non, c'est paradoxal. En fait, ils sont à fond derrière les joueurs, à fond derrière l'équipe. Après, ils savent pertinemment qu'ils jouent pas les premiers rôles. À partir du moment où tu es sur le terrain et que tu démontres que tu lâches rien et que t'es pas un tricheur, tout simplement. Après, ils sont à fond derrière toi. Ouais. Je suis en train de me régaler, ça s'entend, je pense. On va passer à une petite chronique pour que je puisse continuer à saucer mon plat. Peut-être que Gaël veut manger un peu aussi. Non, mais moi, je continue à manger. De toute façon, ça s'entend peut-être pas, mais je mange. Ça va être l'heure de ta chronique, Jérém. C'est parti pour les pieds dans le plat. Moi, je voulais revenir sur des aspects un peu plus précis de ta carrière. Mais d'abord, plus globalement, tu as joué dans un certain nombre de clubs et tu as eu quand même une bonne panoplie de coachs. Il y en a un qui t'a marqué en particulier au niveau peut-être de la méthode de travail? Il y en a qui m'ont... Alors, ils m'ont tous marqué, forcément. Il y en a un de manière particulière qui m'a marqué. C'est le coach Camboré quand il m'a recruté. C'est-à-dire qu'en fait, on est fin de saison. Je suis à 3, mais la saison n'est pas terminée. On reste 1 heure au téléphone. Sur 1 heure, il me parle 5 minutes de football. Je suis un peu surpris parce que je me dis, 5 minutes de football, on est quand même dans le monde du football. Il me dit, Miguel, je vais être clair avec toi. Il fait là, je recrute pas le footballeur, je recrute l'homme. Il me dit, moi, le footballeur, ça fait 2 ans que je te suis. Je sais que t'es gaucher, je sais tes qualités, tes défauts. Je sais comment je vais te faire jouer, où je vais te faire jouer. Je sais ce que tu vas m'apporter. Mais dis-moi, le problème, c'est que je sais pas comment tu es capable de vivre dans un groupe. Et donc, du coup, on a parlé de la pluie et du beau temps, de la vie de tous les jours, de ma femme, de mes enfants. Et en fait, lui se faisait une idée de, au-delà du joueur, quel homme j'étais. Et en fait, avant de recruter le joueur, il recrutait l'homme. Et c'est la première fois que j'ai eu entre guillemets une leçon de management. Et j'ai trouvé ça exceptionnel. Et d'ailleurs, ça s'en ressent quand on écoute ou qu'on lit les interviews des joueurs, même à Paris. Je vois la dernière fois une interview de Néné, on lui a dit les 3 coachs, il a sorti Camboré. Alors j'imagine que lui a eu des grands coachs, il a quand même sorti Camboré parce que humainement c'est exceptionnel. Pour toi, l'aspect humain du coach peut plus te convaincre par exemple que des résultats sportifs ou une carrière. Et si vraiment tu as un discours qui te plaît, ça t'intéresse plus. Ouais, moi je fais vachement attention à l'aspect humain. Parce que comme tout joueur, on a toujours besoin d'être mis en confiance, quel que soit le joueur, que ce soit même les Messi, tout ça. Quand ils ne sont pas en confiance, ils ne sont pas à leur niveau. Alors ils ont toujours un niveau qui est au-dessus de la moyenne, mais par rapport à leur niveau à eux, qui est forcément en dessous. Donc en fait, le nerf de la guerre pour moi, c'est d'être en synchro avec le coach avec qui vous êtes. Et vous avez besoin, alors je ne vais pas dire d'amour, parce que dans ce milieu-là, le mot il est beaucoup trop fort, mais l'idée là, c'est qu'on a besoin d'avoir une reconnaissance et surtout de sentir que le coach est derrière vous. Et pour ça, rien de mieux que d'avoir un coach qui humainement est là, parce que j'ai connu un autre club et je tairai le nom, on est 3 par poste, vous êtes blessé, vous ne faites pas l'affaire, ils vous mettent sur la touche et puis on passe au plan B, et puis si le plan B ça ne marche pas, on passe au plan C, on est des Kleenex, réellement. Ça c'est plus compliqué à vivre. Tu arrives donc à Lyon, Ouais. Ça marche pas trop bien. Comment tu l'expliques ça? Est-ce qu'il y a une marche un peu trop haute? Non, rien à voir. Non, pas du tout. Après, le truc c'est que, je passe ce message, ça a été une grande fierté d'aller à Lyon à 32 ans. Quand on voit que dans le milieu actuel, à 26 ans, 27 ans, 28 ans, on te considère presque entre guillemets comme un vieux. Je signe à 32 ans à Lyon. Donc déjà, je me dis, c'est que je dois avoir quelque chose en plus que d'autres. Parce que souvent, quand on recrute, il y a l'aspect financier qui te fait dire que tu sais tout ce qui est plus-value. Sauf que moi, il savait pertinemment que l'investissement qu'il faisait sur moi, c'était perdu. Donc déjà, la fierté d'avoir été à Lyon. Après, c'est pas ça. C'est qu'ils changent de politique et ils sont à fond dans leur politique de centre de formation où il faut faire jouer les jeunes. Et après, sans rentrer dans les détails, plus tu montes de niveau, plus c'est compliqué. Plus ça devient un peu plus politique que sportif. Donc là, tu comprendras bien que je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais c'est pas réellement sur le plan du terrain que ça a été compliqué, c'est sur un peu le côté lobbying et tout ça. Tu regardes un bon souvenir quand même. Un très très bon souvenir, si jamais c'est à refaire, je refais. Moi j'avais connu des clubs que de seconde zone, vous jouez à Lyon, j'ai connu ce qu'était la Ligue des Champions, j'ai joué l'Europa League, je fais même un quart de finale d'Europa League à Juventus. Quand tu te remémores où tu te dis que toi, le petit gars de Vannes, là, t'en arrives au stade de la Juve à jouer un quart de finale d'Europa League, à un moment donné vous voulez
Il est où le regret? Il y a aucun regret. En plus, vous côtoyez des joueurs qui sont tous internationaux. Et la petite anecdote, c'est rigolo, c'est que quand il y a les trêves internationales, je m'entraînais avec la CFA parce qu'on était que 3 sur le terrain. Tu parlais de l'Europa League. C'est quoi l'ambiance de l'Europa? Ça doit te faire un truc en tant que joueur de rentrer sur un terrain bouillant, tu vois, enfin avec une ambiance européenne. Moi, c'était tout nouveau pour moi, donc je regardais des fois même les stades ou tout ça avec des grands yeux. Et c'est là qu'il y avait une différence avec mes collègues parce qu'eux étaient habitués à ces compétitions-là. Mais c'est hors norme et c'est pas des matchs qui restent classiques, hein. C'est des matchs qui sont vraiment très difficiles à jouer. Entre tes débuts en Ligue 1 en 2000 et tes derniers matchs en 2017, il y a un sacré paquet de temps. Et il se passe quand même quelque chose d'important, c'est que les Qataris arrivent à Paris. Est-ce que toi, tu sens que le championnat change à ce moment-là? Le championnat évolué à partir du moment où le PSG, avec tous les moyens financiers qu'ils ont et la possibilité de faire venir des grands joueurs, on peut considérer que cette première place, effectivement, elle est inaccessible. Mais après, le reste du championnat, ça reste la même chose. Pour moi, il n'y a pas forcément eu d'évolution parce qu'il n'y a personne au jour d'aujourd'hui sur le plan financier qui est capable de concurrencer le Paris Saint-Germain. Donc, j'ai envie de dire, non, hormis eux, le championnat reste le même. Est-ce que tu as souvenir d'un ou peut-être plusieurs adversaires quand le match arrivait, tu te dis ça va être l'enfer, soit peut-être parce que je sais pas, t'arrivais jamais à passer un mec un joueur qui était toujours voilà, c'était l'enfer quoi. J'ai plusieurs choses là-dessus. Par exemple, Toulouse, je détestais jouer Toulouse, même si même si j'avais gagné ou j'avais perdu, je sortais du match énervé parce que c'était une équipe qui il se passait jamais rien. C'est-à-dire, pour moi, le football c'est du jeu et il s'avère que après c'est moi, c'est perso, hein. J'aimais pas jouer Toulouse. Après, il y a des joueurs, effectivement, tu te dis que ça va être un peu plus compliqué. En l'occurrence, moi, j'étais milieu gauche, on va dire des arrières droits, mais quand j'ai démarré et que quand je jouais justement Toulouse et que vous aviez Bobo Baldé axe droit et Amada Jambet arrière droit, c'est quand même 2 gros bébés et que moi je démarrais. Alors déjà il y a la pression de démarrer et en plus j'étais fluet. Tu dis que le match il va être très compliqué. Mes chaussures s'en souviennent parce qu'ils m'ont craqué mes 2 chaussures, ces gars-là. C'est marrant ce que tu dis parce qu'on avait demandé à Cédric Angebar qui nous dit exactement la même équipe. Il nous dit Toulouse c'est chiant parce qu'en fait ils jouent pas. Et c'est insupportable de jouer une équipe qui joue pas. Pour moi, ils ont aucune identité. Tu ne sais pas si c'est une équipe offensive, si c'est une équipe défensive. C'est l'incertitude la plus totale. J'espère qu'il n'y a pas de supporters de Toulouse là. Non. À l'inverse, tu as joué avec pas mal d'attaquants plutôt pas mauvais. Lacazette, Drogba, Cissé, Darcheville même. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a impressionné et dont tu as vraiment, soit sur le moment, soit un peu avec le recul, tu dis, lui il était vraiment fort. J'ai adoré beaucoup d'attaquants. J'ai adoré Grégory Pujol avec qui j'ai joué à Valenciennes. Je le dis clairement, c'est que s'il avait été rapide, il aurait fait une carrière extraordinaire. En tant qu'attaquant, c'est vrai que quand tu n'es pas rapide, les appels en profondeur, déjà tu les fais pas, ça te limite en termes de possibilités. Mais il avait déjà un état d'esprit irréprochable. Des fois même, je lui demandais d'être un peu plus nombriliste parce qu'il pensait trop aux autres, mais il avait toutes les qualités pour vraiment faire une carrière extraordinaire. Après, j'ai joué aussi avec Lacazette. Bon, Lacazette devant le but, c'est une machine de guerre, hein. C'est-à-dire que le ballon il traîne ses ficelles, hein. Même si le ballon il traîne pas de fort belle manière, il va faire en sorte au moins de cadrer, ça c'est sûr et certain. Après, j'ai connu Didier, mais Didier, je l'ai connu 1 an à Guingamp. Il était au démarrage, donc j'ai pas connu entre guillemets le grand Didier, même si cette année-là, ça lui permet d'aller à Marseille. Mais voilà, il était en pleine ascension. Ouais, moi, ce qui m'a impressionné, c'est ça, c'est Greg Pujol et Alex Lacazette. Et nous, on te connaît comme joueur de foot, mais l'homme dans le milieu du foot, il est vu comment? Tu penses que genre, ta personnalité et ton expérience t'a permis, je t'en parlais tout à l'heure, de signer à Lyon, où tu avais l'impression que tu étais aussi recruté sur qui tu étais? Ouais, alors. Au bout de 2 jours, je discute avec Rémi Garde, il me dit, tu sais Gaël, ça fait 10 ans que je te suis. Alors moi, je lui dis, fallait me recruter il y a 10 ans. 10 ans, j'en avais 22, j'aurais peut-être pas fait la même carrière. Il me dit, ouais, mais le problème, c'est que dans le milieu, tu avais une réputation de joueur extrêmement talentueux, mais ingérable. Donc je sais que j'avais aussi cette facette-là. Alors c'était pas très médiatique parce que, comme je le disais, je faisais partie des clubs de seconde zone et médiatiquement, ça intéressait peut-être personne. Mais c'est vrai que j'étais considéré avec beaucoup de caractère. Mais il n'empêche qu'au jour d'aujourd'hui, moi, avec les coachs avec qui je me suis entre guillemets pris la tête sur un moment présent, je les ai tous encore au téléphone et ils m'adorent. Mais ça m'a peut-être fermé des portes aussi. Et t'as un meilleur pote dans le milieu? Alors, vu le nombre de clubs que j'ai fait, j'en ai côtoyé des joueurs. Après, des potes, moi, je considère des potes, des connaissances, j'en ai des centaines et des centaines. Des potes, ouais, j'en ai peut-être, je les compte sur les doigts des 2 mains. C'est le milieu qui veut ça. Après, ça s'explique pas aussi, hein. C'est comme dans la vie de tous les jours. On devient pote parce qu'à un moment donné, on trouve des centres d'intérêt communs. Et voilà, j'en ai trouvé avec des joueurs. On avait des modes de vie similaires. C'est tout ça qui fait que je me suis rapproché de certains joueurs avec qui je suis encore en contact ou chez qui je vais.
mais ils sont pas légion, non. Bon, on a bien bouffé. Je suis en train de digérer tranquillou. Est-ce que ça te dit un petit jeu, Gaël? Allez, c'est parti. T'es joueur, il paraît, donc on va bien je se suis marrer. très joueur, ouais. C'est parti pour la recette magique. Et on va accueillir celui qui est plus à l'aise à table que sur un terrain de foot. Mathis Lescane, bonjour, comment tu vas? Ouais, salut tout le monde, ça va? Moi, je fais un petit tour, ça joue, hein. Ça joue. Il y a du monde au paddle, il y a du monde à la buvette. Ça marche bien pour toi ici. Ouais, ça marche bien. Non, on est très content. Donc, je t'explique un petit peu le principe du jeu. Je vais te donner un match et tu vas devoir me retrouver les 10 gars qui étaient avec toi. On a pris un match, on n'a pas pris un match anecdotique. On a pris un match qui, selon nous, a pu compter pour ta carrière. Ouais. Alors, on va remonter le temps. On prend notre petite machine à remonter le temps et on est le 11 avril 2015 au Stade de France. D'accord, ok. Le stade est plein. Ouais. Les supporters attendent de savoir qui remportera la Coupe de la Ligue. Oui. Une compétition souvent moquée, mais qui rapporte un trophée. Ouais. Bastia attend son premier titre depuis 3 ans, et le titre de Ligue 2 qui a permis au Sporting de remonter. Face à vous, un monstre, que dis-je, un ogre. Depuis l'arrivée des Qataris, Paris veut tout gagner, et en ce printemps 2015, ils sont en lice pour un quadruplé. Ligue des Champions, Championnat, Coupe de France et Coupe de la Ligue. Toi, t'es titulaire, avec, je pense ne pas me tromper, l'espoir de gagner ce premier titre majeur. Et les 20 premières minutes sont intéressantes, ça se passe plutôt bien. Bastia joue crânement sa chance, mais 22e minute. Sébastien, alias Toto Schillaci, déséquilibre Ezekiel, alias Pocho Lavezzi. L'arbitre n'hésite pas. Pénalty et carton rouge. Et toi, de ton côté, tu es sacrifié sur l'autel de la réorganisation tactique de ton coach, Ghislain Printemps. Choix judicieux, puisque Bastia s'incline 4-0, doublé d'Ibra et doublé de Cavani, avec une légère erreur de ton remplaçant sur l'un des buts. Alors Gaël, est-ce que tu peux me donner le 11 Bastia ce soir-là? Mais attention, qui dit jeu, dit en jeu. Donc je te rappelle brièvement les règles. Sans faute, la crème de la crème, on s'incline, on applaudit, je sais pas, on fait une statue, ce que tu veux. Une erreur, on est sympa, ça compte pour du beurre. 2 erreurs, tu paies l'addition. Et tu dois faire un cadeau aux auditeurs. On prend tout. Une raquette signée, un bout de pain, on prend tout. Mais tu dois faire un cadeau aux auditeurs. Et bah écoute Gaël, Julien, je vous propose qu'on joue. Ouais, carrément. Et en plus, quand on a parlé du match, Gaël s'est redressé Ouais. d'un coup. Ouais, je l'ai en travers de la gorge celui-ci, mais bon, bref. Ouais. Alors Gaël, on retourne en 2015. Qui est sur le terrain à tes côtés? Alors, dans les buts, Jean-Louis Leïka. On va dire que c'est un faux départ parce que c'est pas Jean-Louis qui est dans les cages. C'est Alphonse? Donc Alphonse Areola. Ouais, non, mais ouais. Allez. Alphonse dans les buts. À droite, Gilles Cioni. Dans l'axe, Toto et Franche, Modesto. KU. Donc attends, petite pause, pour l'instant tu nous en as cité 5, un sans faute assez impressionnant, c'est-à-dire Alphonse Areola, Gilles Cioni, Toto Schillaci, François Modesto et Yannick Cahuzac. C'est ça. Moi-même. non, parce qu'il manquerait plus. Putain, il t'en reste un 11e, putain, je trouve pas. Ouais, le mec a oublié de se citer. Il y a Giovanni Sio. On est à 7 sur 11. Ouais, il y a Guillaume Gillet. 8 sur 11. Je sais qu'il y a Julien Palmieri, mais je sais pas s'il jouait arrière gauche ou il était milieu gauche. Donc, mais, Alors, Julien est là. mais je 9 sais, non, sur mais je 11. sais qu'il y a Julien. Il t'en manque 2. Il est très fort, il est très très fort. Je suis en train de dévorer mon dessert là, je suis pas bien, il va gagner. Non, mais c'est le mec côté radin qui a pas envie de payer l'addition. Il se triture l'esprit. Ah, c'est pour ça le mode avion, le téléphone. D'accord, c'est pour pas aller voir d'accord sur internet. Pas de triche. Non, mais. T'en manques 2. Est-ce que tu as identifié les postes qui te manquent? Je vais demander une fleur. Julien Palmieri, il est arrière gauche ou il est milieu gauche? Il est un peu plus haut sur le terrain ce soir-là, il est milieu gauche. C'est ça, on est d'accord. Arrière gauche, il met qui? Parce que devant, c'était ça, c'était moi, Sio et Julien, du coup. Derrière, il y a KU Guillaume, mais donc il manque un 6 ou un 8. Il manque l'arrière, c'est ça, il manque l'arrière gauche, il manque 6 ou 8. Guillaume? Gilet? Alors tu m'as dit Guillaume Gilet. Je l'ai déjà dit, Donc ouais. on va reprendre. Dans les cages, Alphonse Areola. À droite, Gilles Cioni, Sébastien Schillaci et François Modesto pour former l'axe. Il manque le latéral gauche. Ah si, je sais, je l'ai, le latéral gauche. Ah, Flo Marange. Florian Marange, effectivement. Et il t'en manque plus qu'un. Ce qui fait que, quoi qu'il arrive, il n'y a pas d'édition pour Il y Gaël. a une faute. Il y a un faux départ. Oui, il y a un faux départ. Oh, je me suis trompé d'année. On reverra ça à Navarre. J'ai des noms en tête, mais j'ai un doute qui jouait. Tu peux avoir l'indice, je pense, Mathis, je parle sous ta gouverne. On peut te donner peut-être un club dans lequel ce coéquipier a joué pour t'aider. Ouais. Ça tirait? Il a joué à Sochaux. À Sochaux. Oui, les Lyonceaux. Ouais, j'ai bien compris, mais ça va l'indice. Ouais, l'indice tout pourri. Je suis sûr qu'il a joué. Qui sent le compétiteur? Sochaux.
Sochaux. Deuxième indice, parce qu'il paraît que le premier est pourri, donc Ouais, il compte pas le premier. Je donne un autre club où il a joué. Metz Saint-Etienne. club pourri aussi ou Ah, là, ça va. Bah, attends, je suis pas sérieux. Moi, j'ai pas le droit, là, par contre. Non, j'avoue, là, j'ai pas le droit. Je vais m'en vouloir, en plus, quand je vais voir qui c'est. Mais en fait, là, je suis en train de me remémorer le vestiaire d'entraînement et de voir qui était là à cette époque-là. Sochaux, Saint-Etienne. Indice, Mathis, peut-être? Ouais, le dernier. Bah, dernier indice. Tu vois, je suis tellement joueur, je considère que j'ai perdu. Dernier indice. Depuis tout à l'heure, je sais pas si t'es focalisé sur un 6, mais il ne joue pas 6. C'est pas un 6 qui nous manque. C'est un quoi? Je donne le nom. Ouais, si, j'ai perdu, c'est bon, ça fait. Je donne le nom. Riyad Boudbouz. Ah, purée, ouais. Riyad Boudbouz qui est en soutien de Giovannicio. On va pas épiloguer sur le match. 4-0 et cette 22e minute. Tu t'es redressé quand on a parlé de ce penalty de Schillaci. Je me suis redressé parce que alors, pour la faire vite, il n'y a pas péno déjà, ça c'est la première des choses. Donc du coup, vu qu'il n'y a pas péno, il n'y a pas rouge. Et après, au-delà de ça, ce qui m'a énervé, c'est que le coach de l'époque, qui était Ghislain Printemps, me sort moi alors que je suis pas le joueur à sortir parce que déjà, je suis celui qui a le plus d'expérience. Déjà d'une, et de deux, je faisais un très très bon début de match, mais il me sort parce que j'ai le défaut de pas être entre guillemets écorce, et vu que pour lui il considérait que de toute façon ce match-là il était perdu, c'était plus une fête qu'aller chercher un trophée. Moi en plus à cette époque-là j'arrive de Lyon, donc j'avais déjà connu un peu ce qu'était le haut niveau. Ce genre de match je les connaissais par cœur. Moi j'avais pas d'appréhension de la compétition parce que j'étais bourré d'expérience. C'est un peu de l'incompréhension de savoir pourquoi il me sort, mais bon après comme on dit, hein, je tiens quand même à signaler qu'effectivement comme je disais tout à l'heure, le métier d'entraîneur c'est très compliqué, on va mettre ça sur ce compte-là. Et tu leur as rendu hommage en plus dans l'émission. On se dirige tranquillement vers la fin du repas, mais Mathis, On va faire t'as un truc à nous dire. un point déjà sur ce jeu. On en discutera. Est-ce que c'est 2 erreurs, tu paies l'addition et on attend de... Oui, j'ai 2 erreurs. C'est 2 erreurs. Il est beau joueur en plus, il est beau joueur. On te remercie beaucoup pour cette émission. Dernière petite question. J'espère déjà que tu as passé un bon moment. Très bien, parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un joueur que tu connais, que tu as affronté ou pas, que tu aimerais voir à ta place dans une bouchée de foot? Ouais, il y en a plusieurs, surtout certains qui pourraient correspondre au profil que vous recherchez. J'en ai quelques-uns en tête qui pourraient en plus vous apporter des précisions sur ce qu'ils font dorénavant, qui sont pas forcément restés dans le milieu du football. Je pensais à Benjamin Nivet, qui peut remplir ces conditions-là. Il y a Greg Pujol aussi qui a monté une affaire aussi du côté de Valenciennes. Il y a mon pote Christophe Jallet. Après, je vais pas tous les énumérer, mais j'en ai une bonne dizaine à vous recommander. Ouais. Eh ben écoute, les invitations sont lancées. Merci beaucoup Gaël, tu nous as régalé et j'espère qu'on t'a régalé en passant un bon moment. C'était parfait, comme je dis, c'est novateur et ça me plaît. Merci de nous avoir accueillis en tout cas Gaël, et comme on dit par chez toi, Kenavo. C'est ça, Kenavo. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'une bouchée de foot. On se retrouve bientôt pour un nouveau joueur. C'était une bouchée de foot, un épisode réalisé par Thomas Vinclair, produit par Julien Elion, Jérémy Docteur et Mathis Lescan.